Bienvenue à tous. Merci d'être connectés. Nous devrions normalement nous retrouver. Nous devions être tous ensemble. Mais la période actuelle nous oblige à être en visio, chacun de notre côté. D'ailleurs, vous allez voir, les intervenants qui sont avec nous aujourd'hui sont un peu partout aux quatre coins de France et même beaucoup plus loin, avec une personne, c'est Arnaud qui est même au Bahreïn actuellement. Et Arnaud qui est connecté et je le vois, pas de problème. Merci également à celui qui nous réunit tous aujourd'hui, Jean-Pierre Mougin, qui est là et qui clôturera les débats sur un thème, on va dire, d'actualité, un thème délicat, un thème de société et un thème qui, quelque part, nous concerne tous. Je suis journaliste à France Télévisions, au service des sports, et c'est un thème, la radicalisation dans le sport, qu'on n'a pas réellement abordé à France Télévisions dans des émissions précises parce qu'on se dit c'est très compliqué et quand on met le doigt dedans, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Et bien là, on va mettre le doigt et même la main tous ensemble pour parler, échanger sur ce thème de société. Alors comment ça va se passer? Les intervenants, ils sont au nombre de 6, vont parler les uns après les autres avec des thèmes et des recherches qui leur sont propres. Et pendant ce temps-là, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez, sur le côté droit, regarder de votre écran, poser toutes vos questions et vous pouvez écrire des questions, des remarques. Il y a Guillaume Camus qui est connecté et qui gère un peu tout cela avec Sylvie Marchal que je vois également et Sylvie qui nous fait un petit coucou qui, elle, résumera. Et d'ailleurs, c'est elle qui lira vos questions à la fin pour savoir quelle réaction vous avez sur ce thème et quelles questions vous avez à poser à nos invités. Pour ouvrir cette table ronde, je propose de donner la parole à Christian Gravel. Alors pour l'instant, je n'ai qu'un écran avec derrière Christian Gravel. Je ne sais pas s'il est déjà là, on va peut-être me dire s'il est là, qui est secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Monsieur Gravel, est-ce que vous nous voyez, est-ce que vous nous entendez? C'est un faux départ. Voilà, monsieur Gravel, ça y est, je vous vois, vous êtes là. Bonjour à tous, désolé pour le léger retard. Ne vous inquiétez pas, on appelle ça le temps de connexion maintenant dans le monde virtuel dans lequel nous C'est un vivons. moyen poli effectivement d'essayer d'esquiver les vraies raisons. Ravi de vous retrouver en tout cas. Merci, vous êtes avec nous alors que votre agenda est très chargé jusqu'à la dernière minute. Nous ne savions pas si vous pouviez être là. Un grand merci de vous être rendu disponible pour ce thème. Vous avez été nommé le 8 octobre 2020 par un décret signé par Emmanuel Macron, le président de la République, au titre de secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Alors même si le sport amateur est en sommeil actuellement, les choses vont peut-être bouger. Le président va peut-être nous en dire plus ce soir. Plus que jamais, ce thème de la prévention de la radicalisation est d'actualité, monsieur Gravel. Exactement, on l'a vu encore récemment avec cette histoire d'un club de sport qui avait été infiltré par un journaliste et dont on avait repéré du côté de Savigny-le-Temple. On avait repéré a priori les comportements peu républicains. Et ce même club, le sport, avait essayé de se justifier à travers une vidéo qui a été tournée, qui a été diffusée sur un site identifié précisément comme étant proche de la mouvance islamiste. Et donc cet élément-là nous permet de démontrer encore une fois, mais malheureusement les sujets sont assez nombreux, l'importance de s'impliquer, de prendre en considération cette sphère sociale majeure qui est incarnée par le sport. Le sport constitue une des priorités de notre politique publique en matière de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'islamisme et le communautarisme. C'est pas vous que je vais devoir convaincre, vous le savez toutes et tous pertinemment, mais le sport c'est d'abord un vecteur. C'est un vecteur, c'est un moyen permettant d'abord de prendre conscience de ce que nous sommes individuellement, prendre conscience que nous avons un corps qui est connecté avec un esprit, choses qui sont parfois, de même depuis très très longtemps, qui ont été mis de côté par rapport à nos référents et à nos valeurs occidentales plus classiques. Et l'idée, c'est de pouvoir, au-delà de cette prise de conscience nous concernant directement, prendre conscience aussi que le sport est un vecteur, bien évidemment, de socialisation, un vecteur de valeurs ou de contre-valeurs. Et c'est le cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Bernard Rougier le disait très précisément dans son dernier ouvrage, Les territoires conquis de l'islamisme. Oui, notre société, elle est travaillée par des forces, par des dynamiques
militante, politico-religieuse, qui s'incarne à travers ces dynamiques de rupture, qui reposent autour d'une idéologie, qui est, là en l'occurrence, l'islamisme, qui travaille le territoire national depuis maintenant quelques décennies, depuis au moins une trentaine d'années. Et nous avons, pendant beaucoup trop longtemps, soit par aveuglement, soit par lâcheté, soit par cynisme, quand je dis nous, c'est l'État, les collectivités, les élus, fermer les yeux sur ces phénomènes-là. Et donc, enfin, le pouvoir exécutif, mais bien évidemment une multitude d'acteurs qui avaient déjà pris conscience de ces phénomènes-là depuis quelques années, s'inscrivent dans cette démarche en regardant d'abord la réalité en face, en veillant à ce que nous puissions engager un processus d'assainissement de ces structures qui sont majeures, puisque c'est une banalité de le dire, pardon de reprendre cette expression galvaudée, mais oui, le sport est une école de vie. Et une partie extrêmement importante de notre jeunesse s'appuie aussi sur cet espace de socialisation. Alors aujourd'hui, il y a le web social, mais il y a toujours le sport, et heureusement d'ailleurs. Dans l'écrasante majorité des cas, le sport est vecteur de valeurs démocratiques, républicaines, de valeurs d'effort, de valeurs, encore une fois, permettant de comprendre l'importance du collectif et cette prise de conscience aussi de l'altérité et de sa capacité aussi à nous apporter une multitude d'éléments nous permettant de nous construire individuellement et collectivement. Parfois, le sport, et c'est ça le problème, certaines structures, certains éducateurs sportifs, et ce terme-là, cette sémantique-là est essentielle, avec la légitimité de ce qui relève d'un éducateur, utilisent ce moyen, ce vecteur, pour diffuser, encore une fois, des contre-valeurs, des idées, des thèses qui peuvent être profondément nuisibles, à la fois par rapport à la trajectoire, l'éducation, le développement de ces individus, de ces jeunes individus, futurs citoyens, et bien évidemment par rapport à la collectivité nationale lorsqu'il s'agit de thèses ayant vocation à s'inscrire dans une logique de séparatisme, de dislocation de la société en essayant de construire une société parallèle. Et on l'a vu trop souvent ces derniers mois, ces dernières années. Est-il nécessaire de revenir sur la première vague d'attentats datant d'il y a 5 ans à peu près, où on a pu constater, à l'époque où je vous le rappelle, il y avait une dizaine de départs, de tentatives de départ par semaine, essentiellement de jeunes mineurs, pour la Syrie et l'Irak, pour ce qu'on appelait le Cham, qui était censé être la terre promise de ceux qui malheureusement étaient tombés sous la croupe de prêcheurs de haine et tâchant d'embrigader un certain nombre de nos jeunes concitoyens. Et dans le cadre de ces éléments, dans le cadre de la diffusion de ces éléments de propagande, le canal du sport avait déjà été depuis longtemps considéré comme étant un espace majeur. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, tous les théoriciens de l'islamisme au sens large, on pourra y revenir tout à l'heure et sans doute en détail avec M. Rougier, ont compris depuis bien longtemps qu'il s'agit d'un espace à prioriser. Toute la sphère éducative constitue une priorité pour ces logiques-là, puisque précisément, l'idée est de diffuser, de faire en sorte que ces jeunes garçons, ces jeunes filles puissent, au moment de la structuration de leur propre personnalité, s'appuyer sur une vision du monde qui donne du sens, qui s'inscrit dans ce qui est avancé comme étant des valeurs. Et là, on voit bien la jonction aussi qui peut être faite pour le pire avec un certain nombre de disciplines. On a tous en tête le fait que beaucoup de clubs de boxe, de lutte, d'arts martiaux, de sports de combat ont été ciblés. Pourquoi ? Parce que précisément, il s'agit de s'inscrire dans une démarche un peu grossière et primaire, mais où la question de l'effort, de l'aguerrissement du corps et de l'esprit peuvent être détournés de leur projet initial. Je parle évidemment des disciplines qui sont incarnées, et faire en sorte qu'on puisse s'en servir, les détourner pour ensuite développer de futurs guerriers pouvant potentiellement, à l'époque, partir sur un terrain opérationnel, sur un théâtre opérationnel. Et aujourd'hui, on l'a bien compris, puisque l'objectif post-daïchien est d'investir le territoire national,
d'agir au sein du pays où se trouvent les militants politico-religieux concernés. Monsieur Gravel, une question. Là, vous venez de poser le tableau. D'ailleurs, c'était parfait que ce soit vous qui ouvriez cette table ronde. Vous venez de dire exactement ce qu'il se passe chez nous. Mais que faites-vous précisément pour répondre à cette problématique sur le terrain au quotidien? Alors, notre action, elle s'inscrit dans le cadre d'un plan national qui s'appelle le Plan national de prévention de la radicalisation, avec un certain nombre de mesures qui s'inscrivent dans l'ensemble du champ interministériel. Dans le cadre du champ lié au ministère des Sports, nous avons 4 mesures phares en partenariat évidemment étroit avec le ministère des Sports. Nous avons d'ailleurs rencontré il y a encore 15 jours, 2 semaines, avec Claudie, la ministre des Sports, son équipe, pour pouvoir encore plus étroitement travailler ces sujets-là et faire en sorte que ils s'inscrivent dans la philosophie de ce plan national. L'idée, c'est bien évidemment de veiller d'abord à développer des actions de sensibilisation et de formation, faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des responsables fédéraux, qu'il s'agisse des responsables liés à la sphère sportive, bien évidemment très directement aux éducateurs sportifs, de les sensibiliser, de les acculturer à ces sujets-là, étant donné l'ampleur qu'ils ont pris dans notre société. Il y a notamment un marché national de formation que nous avons passé, qui a été lancé en février 2019, qui se traduit par 2 formats, une conférence de sensibilisation qui s'adresse à un public assez large, des agents territoriaux, des élus locaux, en plus des acteurs sportifs, et puis des sessions de formation spécifiquement dédiées aux acteurs du sport, éducateurs sportifs, professeurs de PS, dirigeants d'associations, afin de rentrer peut-être un peu plus dans le détail en prenant en considération aussi la manière dont eux-mêmes considèrent leur mission, leur travail. Donc les prestations ont débuté en juin 2019. Au total, nous avons 34 préfectures qui ont été concernées, près d'1 millier d'acteurs du sport qui ont été concernés aussi par ces formations, plus de 25 conférences qui ont été organisées. Et notre objectif est d'intensifier cet effort de formation en étroite coopération avec le ministère, bien évidemment, pour, je le disais, s'assurer que l'ensemble de ceux qui ont la responsabilité de l'éducation aussi de nos enfants, de notre jeunesse, également y compris de certains adultes, de pouvoir être totalement au clair sur la manière dont les choses se passent face à ces phénomènes-là et leur donner des clés de lecture et bien évidemment des outils pour pouvoir ensuite agir en cas de signalement potentiel, en cas de confrontation avec une situation qui pourrait paraître comme étant problématique. Merci beaucoup. Alors, nous voulions que vous commenciez cette table ronde. Ça donne maintenant l'occasion de présenter quels seront les autres acteurs de cette table ronde. Si vous pouvez rester avec nous, on aimerait bien, Monsieur Gravel, que vous clôturiez. Vous avez ouvert les débats et si vous pouvez les clôturer à la suite, ce serait très bien. Éric Diard est avec nous. Il est député de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, rapporteur d'une mission d'information sur les services publics face à la radicalisation. Il y a également Arnaud Lacheret qui est avec nous, docteur en sciences politiques. Il est directeur de la French Arabian Business School à l'Arabian Gulf University au Bahreïn, et c'est lui qui est connecté depuis très loin. Et il est avec nous parce qu'il a écrit un livre sur les territoires gagnés de la République après 3 années passées en tant que chef de cabinet du maire de Rieux-la-Pape en banlieue lyonnaise. Médéric Chapiteau est aussi avec nous, chercheur en sciences sociologie, directeur de Challenge Academia, avec un parcours sportif très intéressant, notamment comme ancien directeur technique national du kickboxing et du Muay Thai. Pierre Samsonov est là aussi, il est directeur général adjoint de la Fédération française de football, une fédération très engagée sur ce thème avec des actions précises. Pierre est connecté et il nous dira exactement ce qui se passe du côté de la 3F. Bernard Rougier est là aussi, professeur de sociologie à la Sorbonne. Il a suivi, Bernard, l'évolution de l'islamisme en France et au Moyen-Orient, auteur du livre « Les territoires conquis de l'islamisme ». Et puis Philippe Sibyl, enfin, est là aussi connecté, officier de liaison au ministère des Sports en charge de la radicalisation, en poste depuis 2 ans maintenant au sein de ce ministère auprès de la ministre Roxana Maracineanu. Alors, après les propos de Christian Gravel, je vais donner la parole à Médéric Chapiteau. Pour la petite histoire, moi je suis connecté depuis Besançon
Et je crois qu'on va aller le département à côté dans le Jura, puisque Médéric est jurassien, ancien directeur du kickboxing, du Muay Thai. Vous avez travaillé, Médéric, depuis 2012 sur la radicalisation et vous préparez d'ailleurs une thèse sur ce thème au sein de l'Université de Toulouse. Pour entrer dans le vif du sujet, question simple, est-ce que ce thème de la radicalisation, Médéric, est tabou au sein des fédérations ? S'il l'a été, enfin bonjour à tout le monde. S'il l'a été, manifestement il l'est plus, puisque depuis quelque temps, comme le préfet Gravel vient de l'expliquer, il y a eu une prise de conscience depuis le PNPR et il y a une accélération du phénomène avec le colloque qui se fait aujourd'hui. La difficulté, c'est pas tant d'en prendre conscience, c'est plutôt d'être dans l'acceptation de la problématique et d'engager les processus de détection, de signalement, mais surtout de prévention du phénomène au sein des structures. Est-ce que c'est un sujet sur lequel les fédérations sont offensives? Est-ce qu'elles prennent le sujet à bras-le-corps? Est-ce qu'elles veulent le résoudre? Par exemple, quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, vous m'avez parlé sans stigmatiser, bien évidemment, c'est pas le but de ce moment, le basket, où c'était un peu compliqué, par exemple. Si vous voulez, pour les fédérations, tout le monde, on n'est pas tous égaux devant cette problématique. Ça a été évoqué précédemment. Quand il y a un potentiel processus de radicalisation dans le champ sportif, c'est qu'il y a deux intérêts. Un recrutement, je dirais en masse, et une préparation, quand je dis en masse, sur un sujet, et une potentielle préparation au combat imagé par du terrorisme à la fin. Donc effectivement, il y a des fédérations qui sont plus impactées que d'autres. Ça, c'est certain. Sur le basket, ce qui est intéressant, c'est de voir dans le cadre du rapport parlementaire, là pour des sénatrices, qui est paru en juin dernier, le président de la Fédération française de basket, là ne parlait pas de radicalisation, mais plutôt de faits religieux et de communautarisme, expliquait aux sénateurs la difficulté que certains arbitres pouvaient rencontrer sur le terrain, notamment avec le port du voile pour son exemple, et la peur d'être caillassé ou molesté, pour reprendre ses propos, si ils faisaient appliquer leurs règlements ou les interdictions. En fait, la difficulté auxquelles sont confrontées les fédérations, c'est sur un espèce de patchwork qu'il y a de réglementation aujourd'hui au sein des fédérations. Tout n'est pas uniforme, tout n'est pas ne traverse pas le même fil. Je pense que, comme Pierre Samsonov est là, il le sait pertinemment, seule aujourd'hui la Fédération française de football a bien mentionné dans son article 1 le principe de stricte neutralité qui pose un cadre. Après, en fonction des autres fédérations, c'est plus compliqué. Tout le monde n'a pas engagé ce processus-là et donc il y a des différences qui se font sur le terrain et les différents acteurs du sport peuvent être en difficulté à traiter ces thématiques par manque d'outils. Nous sommes en 2020 et ce thème, même s'il est sur le devant de la scène, notamment après les prises de position fortes du président Emmanuel Macron, ce thème n'est pas nouveau puisque le Conseil de l'Europe à Strasbourg avait déjà révélé ça il y a bientôt 9 ans, c'est cela ? C'est ça. En fait, le Conseil de l'Europe avait déjà engagé un processus de réflexion sur un document qu'on trouve sur Internet qui s'appelle Éthique et sport. Et dès 2010, publié en 2011, une des contributrices à ce rapport expliquait que les risques de radicalisation étaient déjà prégnants dans le foot, enfin le futsal principalement, les sports de combat et la musculation. Et en fait, ce triptyque de disciplines, aujourd'hui, sans stigmatiser, encore une fois, vous l'avez dit, je ne vais pas le répéter, mais sont les plus impactés par ces processus-là. Et donc, aujourd'hui, il doit y avoir une attention collective, mais en même temps différenciée à la problématique, parce que, bien évidemment, on ne peut pas faire une politique de prévention qui pourrait s'attacher qu'à du saupoudrage. Il faut essayer d'aller au cœur du sujet sur des problématiques aussi importantes. Vous avez été directeur technique national, le fameux DTN qu'on trouve dans toutes les fédés, du kickboxing et du Muay Thai. Concrètement, Médéric et Sandre de Bois, vous avez été confrontés, vous, dans ces sports de combat qui parfois sont mis en avant, à de la radicalisation ou à des comportements suspects? Alors, j'ai occupé différentes fonctions au sein de la Fédé, comme on l'a dit ensemble, CTN, DTN adjoint et DTN, mais par intérim, pendant quelques mois. Donc, juste pour recadrer, pour bien poser le débat. Mais effectivement, oui, on va donner un exemple concret qui nous concerne tous les deux, puisqu'on est tous les deux franc-comtois. L'auteur de l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier, Yacine Sali, qui a décapité son patron, pratiquait la boxe thaï à Besançon dans un club de boxe thaï. Les entraîneurs du club, à l'époque, avaient bien identifié le problème, avaient identifié un problème, sauf qu'à l'époque, on n'avait pas de politique
politique de signalement, enfin on n'avait pas de politique de signalement et de prévention au sens du sport, c'était pas intégré comme procédé, pardon. Et donc par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont viré le jeune du club, je dirais à l'ancienne, pour les pratiquants de sport de combat, ils comprendront. Et ça en est resté là. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut accabler les éducateurs sportifs, c'est pas du tout mon propos. C'est de dire tout simplement que plus tôt on aura une politique commune de prévention avec une acceptation de la problématique, plus tôt on sera en capacité de participer à cet effort collectif de prévention au sens global, comme l'a évoqué le préfet Gravel en préambule. Des fédérations, une fédération en tout cas prend le problème à bras-le-corps, vous l'avez dit, c'est la Fédération française de football. Dans un pays où le foot est roi et le sport numéro 1, ça doit être le bon exemple, l'exemple à suivre selon vous, même si ce n'est pas si simple? Je pense pas qu'on doit. Alors, effectivement, le foot a vraiment pris à bras-le-corps le sujet, notamment avec la rédaction de son article 1. Il n'y a pas à revenir sur ce sujet-là. La difficulté après pour tout le monde, c'est d'avoir le courage de marquer en article 1, et deux, c'est de mettre en application les procédures qui vont derrière de contrôle et de contrôle, voire de sanctions. Toutes les fédérations doivent aujourd'hui se poser la question de la place qu'on doit y consacrer au sein des réflexions fédérales. Mais ça ne peut pas se faire sans une compréhension collective de la problématique. Bernard l'expliquera très bien dans les processus de recrutement, bien mieux que moi. Et au sein des clubs de sport, par contre, il va falloir apprendre à sécuriser les dispositifs, notamment par le biais de règlements intérieurs qui assurent des outils clair, net et précis à utiliser pour les acteurs du sport au niveau local. Quand on intervient dans les différents territoires, la première chose qui nous est demandée lors des conférences ou des formations faites avec le CIPDR, la première chose qui nous est demandée par les autorités présentes des clubs sportifs, que ce soit des présidents ou des éducateurs, c'est quels sont les outils mis à notre disposition. Et ça ne peut se faire qu'en lien avec les services de l'État, le ministère, avec les DD et les DR sur les territoires et le mouvement sportif. Une des actions à mettre en avant d'un point de vue prévention et sensibilisation aujourd'hui est l'action qui est faite par le comité olympique de Gironde, qui, à ma connaissance, c'est le premier CDOS en France à avoir embaucher une personne spécialement sur cette thématique-là, qui est chargée dans des délais très courts de sensibiliser les clubs sur cette thématique, au même titre que les violences sexuelles, au même titre que les discriminations. C'est-à-dire que je trouve que l'approche est très bonne. Elle entre le principe de radicalisation, même si le terme peut être discuté, dans le cadre des déviances. Et comme le sport a toujours été impacté par des déviances, on ne doit pas y donner plus d'importance ou moins d'importance que les autres. On doit les traiter comme des déviances, ce qui permettra au sport d'agir plus facilement sur le sujet. Merci Médéric, cela s'annonçait intéressant, c'est passionnant. Restez bien avec nous parce qu'il y a quelques questions, alors vous ne les voyez peut-être pas, mais qui ont déjà été posées. Et Sylvie est en train de toutes les compiler. Il y a des questions qui vous ont d'ailleurs été posées, Médéric, on les donnera ensuite. Je vais aller voir je ne sais pas d'ailleurs si on va à l'Assemblée nationale ou si on va dans les Bouches-du-Rhône voir Éric Diard, préfet du Rhône. Où êtes-vous ? À l'Assemblée. Alors, vous êtes donc à Paris, député de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, rapporteur, je le rappelle, d'une mission d'information sur les services publics face à la radicalisation. Monsieur le député, est-ce que le radicalisme islamique dans le sport est un fantasme extrapolé ou est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité. Quand j'ai choisi de faire cette mission, j'en ai parlé en commission des lois, c'était en février 2018, j'en suis à l'initiative. Je voulais faire la radicalisation des services publics avec dans l'esprit certains services bien ciblés, la police, le pénitentiaire, mais je ne pensais pas, puisqu'après, lorsque la mission s'est mise en place en octobre 2018, mon collègue de La République En Marche, Éric Pouillat, avec qui nous avons fait en commun 35 propositions, on ne pensait pas aller dans le domaine du sport. Premièrement, pourquoi? Parce que c'est pas un service public, c'est le domaine, j'allais dire, de l'action publique. C'est lié au service public parce que c'est beaucoup l'utilisation des bâtiments communaux, des bâtiments d'État, des bâtiments des collectivités. Et ensuite, pour nous, bien évidemment, le sport était, comme l'a dit très bien le préfet Gravel, un facteur d'intégration, d'apprentissage, et on n'avait pas eu au départ l'idée que le communautarisme et la radicalisation pouvaient être aussi prégnants dans ce domaine.
Donc, et c'est à mesure de nos investigations que nous sommes rendus compte que des phénomènes communautaristes ou des phénomènes même de radicalisation avaient gangréné certaines disciplines sportives. J'ai lu dans votre rapport que les fichiers S, les fameux fichiers S qu'on parle depuis les attentats, ne représentaient, alors dites-moi si je me trompe, grosso modo que à peu près 1000 personnes dans le monde du sport contre à peu près 13 000 fichiers S en France. Du coup, leur présence dans les clubs est quand même très difficile à évaluer. Très difficile à évaluer. Alors maintenant, nous sommes à peu près en fichier FSPRT actif à peu près à 1000 personnes. Donc là, il y en a toujours 1000. C'est quand même un chiffre quand même important. Ça fait quand même 10%. Donc le phénomène est quand même important. Difficile d'évaluer aussi parce que Éric Chapiteau le rappelle souvent, les éducateurs, etc., ne sont pas toujours formés à la détection des signaux. Alors, il y a des signaux forts, mais parfois des signaux faibles. Et on sait qu'en matière de détection de radicalisation, 2 signaux faibles peuvent valoir un signal fort. Donc, par exemple, je dis un signal faible, la personne qui veut plus serrer la main aux femmes, c'est un signal faible. La personne qui fait une conversion dans une religion, c'est un signal faible. Par contre, une personne qui se met à dire c'est bien fait, Charlie Hebdo, là, c'est un signal fort, c'est même quasiment de l'apologie d'un acte terroriste. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes un élu. Qu'est-ce que le législatif peut faire pour éviter ces dérives? Alors nous, à travers les 35 propositions, les 3 dernières concernaient le sport, puisque nous avons clôturé, vous voyez, ce rapport d'information sur le sport. Donc, qu'est-ce qu'on avait demandé notamment? La première des dispositions que l'on souhaitait, et à l'époque, le secrétaire d'État Laurent Nunez y était plutôt favorable, et puis je l'avais revu puisque j'étais le secrétaire de la commission d'enquête sur l'attentat à la préfecture de police de Paris, et là, je l'avais repris après le rapport, j'avais dit où on en est, et là, il gagnait pas l'arbitrage, c'est-à-dire que nous, on souhaitait concrètement que les éducateurs sportifs bénéficient d'enquêtes administratives. Ça veut dire concrètement que vous avez des personnes qui travaillent dans la police, les personnes qui travaillent à la gendarmerie, les militaires, vous avez maintenant les surveillants pénitentiaires, vous avez les personnes qui participent à la conduite et au contrôle dans les transports publics qui sont criblés. Et notamment quand cette enquête administrative permet de vérifier avant de les recruter si ces personnes ne sont pas fichées au fichier FSPRT, qui est là le fichier de signalement, de prévention de la radicalisation du terrorisme. Il nous semblait important que l'on puisse ficher en amont ces personnes, parce qu'on a vu dans le passé qu'il y a eu des éducateurs sportifs, notamment dans la région parisienne et même ailleurs, Éric Chapiteau là connaît mieux le dossier que moi, qui ont entraîné des jeunes à partir sur les territoires d'opération en Syrie ou en Irak. Ça, c'était notre première proposition. Là, c'était la 33e. La 34e, c'est en train de se mettre en place. On encourage évidemment l'État et les collectivités à mettre en place, j'allais dire, des chartes de laïcité et pouvoir retirer les subventions. Ça se fait dans certaines régions. L'État, à travers la loi sur le séparatisme, va mettre en place des chartes de laïcité pour pouvoir justement conditionner l'octroi de subventions. Ça se fait dans la région, je pense, Île-de-France. C'est en train de se mettre en place en région sud. Ça se met dans la région également des Hauts-de-France, c'est-à-dire quand ils voient que des associations ne respectent pas les valeurs de la République ou ont des personnes radicalisées, ils ont fait signer une charte et dans ce cas, ils retirent les subventions. Enfin, dernière préconisation, celle-là, elle est importante parce que j'ai été satisfait il y a 15 jours, jour pour jour, lors de l'audition de Gérald Darmanin et de Marlène Schiappa. Madame Schiappa nous a confirmé qu'enfin, cette proposition qui est attendue par tous va être dans la prochaine loi sur le séparatisme, c'est de redonner le pouvoir au préfet d'avoir l'agrément sur les associations. Je m'explique. Avant 2015, le préfet pouvait ne pas donner l'agrément à une association qui ne respectait pas les valeurs de la République ou qui avait des personnes radicalisées. Et puis, il y a eu une loi de simplification en 2015 qui en dit, cette loi a dit, quand on est affilié à une fédération, ça vaut agrément. Et donc, les préfets ont perdu, si vous voulez, ont perdu la main
Et comme ils ont perdu la main, moi j'ai rien contre les fédérations, mais les fédérations disent c'est pas notre boulot de chercher et les radicaliser. Et les fédérations, à juste titre, ont plutôt la culture du résultat. Et donc on a trouvé, mais tout le monde pensait que c'était indispensable de redonner ce pouvoir au préfet. Ça va être chose de faite, mais que de temps perdu. Il y a 1 an, il y avait encore des réunions interministérielles pour le valider, et il y avait de la part de certains des réticences pour justement redonner ce pouvoir de retirer l'agrément ou de ne pas donner l'agrément au préfet. Pour bien comprendre, les fédérations voulaient garder cette force d'agrément ou voulaient justement s'en débarrasser? Non, j'allais dire les fédérations, à partir du moment que l'affiliation valait agrément, vous aviez même certaines disciplines un peu plus exotiques qui disaient tiens, on va s'affilier à 2 fédérations, parce que s'il y a une fédération qui va nous surveiller, on pourra rester quand même avoir l'agrément parce qu'on restera sur une autre. Mais j'allais dire, les fédérations n'étaient pas réticentes, c'est plutôt certaines personnes dans des ministères qui ne souhaitaient pas redonner le pouvoir, j'allais dire, au préfet, tout simplement, parce que des fois c'est pas très compliqué. Ces personnes avaient elles-mêmes élaboré la loi de simplification et ne voulaient pas défaire ce qu'elles avaient fait. C'est toujours intéressant de comprendre qui sont nos hommes politiques. Alors, vous êtes de Marseille, donc j'ai envie de dire, en faisant un cliché et un raccourci très facile, vous êtes fan de sport et de l'OM. Et qu'est-ce qui vous a conduit à mener ce rapport, en fait, et cette enquête? Mais, comme je vous ai dit, et en plus, j'ai eu la chance de la poursuivre puisque j'ai sorti au mois d'août avec Henri Vernet, qui est un journaliste du Parisien, la radicalisation au sein des services publics. Donc, on a repris nos enquêtes, les gens les plus intéressants. On y a rajouté, par exemple, on a eu évidemment Médéric Chapiteau, mais par exemple, dans le domaine des hôpitaux et des universités, on a pris Patrick Pelou. Pour la police, on a eu Bernard Squarcini, les syndicats pénitentiaires. Et donc, j'ai voulu continuer à actualiser cette enquête. Pourquoi? Parce que c'est difficile, comment vous dire, la radicalisation, on peut pas créer en France, si vous voulez, un délit de radicalisation. Quand vous voyez, le gouvernement a dit on va faire un délit de séparatisme. Bon, ils ont pensé, mais pour l'instant, ils n'en parlent plus pourquoi? Parce que vous avez en France la liberté de conscience et la liberté religieuse, donc qui est de l'autre côté la laïcité. Et donc, vous ne pouvez pas créer un délit de radicalisation parce que ça serait un délit d'opinion. À partir de quand vous vous radicalisez, ça pourrait être même, excusez-moi l'expression, un délit de sale gueule. Donc, à partir de là, on est toujours dans un équilibre difficile. La personne, quand c'est qu'elle a basculé la radicalisation, et souvent, dans certains services publics, on n'a pas les outils nécessaires pour respecter justement la Constitution. Et on utilisait souvent, c'est ce que me disaient des grands policiers, des motifs connexes pour révoquer une personne, parce qu'il est toujours difficile de révoquer en l'état une personne pour radicalisation, notamment dans un service public. Merci, c'est passionnant. Merci, monsieur le député. Marseille-Porto, demain, 21h, Ligue des Champions. Voilà, ça je parle aux Marseillais. Arnaud Lacheret. Je vous coupe. Je suis le président de l'OM parlementaire. Donc, les députés, les sénateurs, on est 70 députés et sénateurs et où on est des supporters de l'Olympique de Marseille. Voilà. Alors, espérons que ça s'arrange un petit peu en Ligue des Champions. Il le faut. Malheureusement, dans un stade vide. Mais cela va peut-être changer avec les propos du chef de l'État ce soir qui veut mettre à nouveau des supporters dans les stades. Arnaud Lacheret, oui, dites encore un dernier mot a priori. Non, c'est très bien. Je croise les doigts pour demain. On croise les doigts pour vous aussi. Arnaud Lacheret, on va aller au Bahreïn maintenant vous retrouver. Vous êtes docteur en sciences politiques là-bas, dans ce petit État. C'est intéressant d'avoir votre point de vue d'un Français qui travaille dans un pays musulman. De 2014 à 2017, vous étiez chef de cabinet du maire de Rieux-la-Pape, c'est dans le Rhône. Et vous avez, suite à cette expérience, écrit un livre qui s'appelle « Les territoires gagnés de la République ». En fait, j'ai envie de dire, ce livre, c'est un plaidoyer en faveur des pouvoirs locaux qui se retrouvent en première ligne sur le terrain au quotidien face aux problèmes de radicalisation. Alors, c'est une évidence qui a été rappelée par monsieur le député, et j'en suis très content, parce qu'il n'y a pas de maire autour de cette table ronde, on n'en a pas eu beaucoup. Les premiers qui sont concernés par ces choses-là, les premiers qui ont le signalement, ce sont les maires, ce ne sont pas les fédérations, c'est pas le ministère, c'est même pas les délégués interministériels, c'est d'abord le maire. Le maire, il contrôle 2 choses. Il contrôle d'abord les équipements sportifs, les piscines, les gymnases, les terrains de football, etc., les salles de sport, les salles de boxe, et il contrôle également les subventions aux différents clubs sportifs. Et là, on est en plein dans l'équilibre de ce que racontait monsieur le député. Et je suis vraiment heureux qu'il ait parlé parce que sinon j'aurais explosé. Parce que on n'a pas parlé des pouvoirs locaux tout le long. On parle de sensibilisation de plein de choses, mais à un moment donné,
le juge de touche qui, du jour au lendemain, se met à porter un camis. Vous savez, cet habit des salafistes. On a la photo qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas interdit de s'habiller comme ça. On va pas supprimer c'est pas interdit, c'est pas contraire aux valeurs de la République. C'est un signe faible de radicalisation. On ne peut strictement rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On appelle l'État, on appelle les renseignements territoriaux. Et qu'est-ce qui se passe en général? Rien du tout. C'est le gros souci de ces banlieues un petit peu compliquées. Rieux-la-Pape, c'est 30 000 habitants, 55% de logements sociaux, un quartier prioritaire de 18 000 habitants qui est sur un seul et même bloc, qui est tout le centre de la ville, où il y a 80% de logements sociaux. Autant dire, c'est une ville qui était très communautarisée quand Alexandre Vincendé, le maire, a ravi cette commune aux socialistes. Il aurait pu la ravir à n'importe qui d'autre, le problème n'est pas là. On arrive ici et tout le livre, c'est ce que j'avais vécu dans mes précédentes expériences, notamment j'étais chef de cabinet du maire de Strasbourg aussi, hein, donc voilà, Rieux-la-Pape, c'était plutôt ma fin de carrière politique, un dernier coup avant de partir dans l'enseignement supérieur pour de bon. J'ai pu enfin regarder à quel point le maire était démuni par l'absence de mesures réelles législatives et de mesures réglementaires qu'il pouvait faire pour lutter contre la radicalisation, et à quel point il était obligé de bricoler en permanence, d'être à la limite de la loi, voire hors la loi, s'il voulait justement faire respecter les valeurs de la République. Et ensuite, on a tendance à dire, mais oui, mais il y a beaucoup de maires, vous savez, hein, oh là, ils ont fait des accointances, des accommodements. La plupart de ces maires-là, et je ne vais pas prendre leur défense, hein, il y en a qui l'ont réellement fait, il y en a qui le font tous les jours encore, mais la plupart des maires qu'on accuse souvent à tort, ils se contentent de respecter la loi et ils se limitent à leurs prérogatives. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas hors la loi comme nous avons pu le faire et comme on s'est parfois fait taper les doigts là-dessus. Donc, les maires, ils sont testés en permanence. L'année dernière, à Villeurbanne, à Grenoble, des femmes qui viennent en burkini à la piscine municipale. Qu'est-ce qu'on fait? On a des prétextes d'hygiène, on a des prétextes de machin, puis après on va nous dire oui, mais attendez, il y a des fois, c'est extrêmement compliqué, on ne sait pas comment gérer ça. Et aujourd'hui, quand à Rieux-la-Pape, on vient nous voir, on dit il nous faudrait des horaires réservés aux femmes pour les piscines, à la piscine municipale. Qu'est-ce qu'on dit? On dit mais non, mais attendez, la maire de Rennes, elle le fait, le maire de machin, il le fait. Compliqué. Et là, on n'a aucun outil, on n'a aucun réel outil pour dire c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi les femmes... Qu'est-ce que vous avez fait dans ce cas précis? Eh bien justement, dans ces cas-là, on est à la limite de la loi en inventant une règle républicaine. En disant non, la piscine, ça doit être mixte, c'est la République. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit? La personne aurait été un peu plus maligne, elle nous aurait dit mais absolument pas. À aucun moment c'est le cas. Les vestiaires sont séparés, donc pourquoi il n'y aurait pas des créneaux pour les femmes? Et là, qu'est-ce qu'on aurait répondu? Ça aurait été très compliqué, ça aurait pu monter loin. Et des fois, des maires ne sont pas assez convaincants là-dessus. Ils ne savent pas trop comment l'expliquer. D'ailleurs, la maire de Rennes a tout à fait pas tort juridiquement quand elle dit on peut s'habiller librement dans une piscine à partir du moment où on respecte les règles de l'hygiène. Ouais, on a le droit. Un burkini, c'est un burkini. Et ouais, c'est de la radicalisation, très bien. Donnez-moi les moyens juridiques de m'y opposer. On ne peut pas. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Là, je parlais de ce monsieur en camis, mais les services de l'État sont très très loin d'être innocents. L'an dernier, quand je suis arrivé à Rieux en 2014, la ville de Vaux-en-Velin, nos voisins, venaient de tomber. C'était des communistes, une vieille mairie communiste qui venait de tomber aux mains des socialistes. L'adjoint au sport, le nouvel adjoint au sport, a attrapé son prédécesseur, qui était juif, pauvre, le pauvre ou pas, c'est un ami, je le connais très bien, et il lui a... Alors, je vous coupe quelques petites secondes si vous m'entendez. A priori, on a un petit problème de son là depuis une phrase seulement. Est-ce que votre micro est coupé, Arnaud? Il vient de se couper. Je ne sais pas si Guillaume peut le... Voilà, ça y est. Donc, vous nous parliez de votre ami juif. Voilà, de mon ami, oui, ça a été mon directeur de thèse, donc bon, pour le coup, il était un peu plus que mon ami, qui se fait se traiter de sale juif et d'insultes antisémites. Tout ça est enregistré par son successeur, la personne qui le remplace après une alternance électorale. Que s'est-il passé? Strictement rien. Bien au contraire, le DILCRA de l'époque, que j'aime beaucoup en plus, Gilles Clavreul, est venu quelques semaines après pour légitimer cette personne qui avait été promue et en charge de la lutte antiraciste par la maire de Vaux-en-Velin. Compliqué quand même. Il se trouve qu'elle n'a pas eu tort puisque cette personne a réussi à prendre conscience, en tout cas en façade, et à s'excuser, etc. Mais le fait est qu'à un moment donné, quand de telles choses arrivent, il y a eu une plainte de déposer. Aucune réponse pénale. Autrement dit, les maires sont en permanence obligés de bricoler. Et c'est ce bricolage qui se fait souvent avec l'aide de l'État, parce que l'État se dit, de toute façon, on n'a pas les armes juridiques pour lutter contre ça.
et ce que fait le maire qui s'apparente plus ou moins à du harcèlement. C'est exactement ce que disait monsieur le député. On trouve un autre prétexte pour se débarrasser d'un club, voilà, par exemple, pour se débarrasser d'un club de football où on avait trouvé énormément de tapis de prière dans un local qui ont été à leur disposition. On a fait passer un règlement qui disait que tous les locaux devaient maintenant être partagés entre différents clubs sportifs. Ils l'ont refusé, ça nous a permis de les évacuer. Mais en fait, on triche avec la loi. Il n'y a rien qui nous interdit, il n'y a rien qui interdisait ces gens d'avoir les tapis de prière dans les locaux qu'on mettait à leur disposition. Rien du tout. Autrement dit, on se retrouve en permanence coincé. Nous n'avons aucun élément qui nous permette de faire ça proprement. Donc, on doit le faire, entre guillemets, salement. Et alors, ça va que le maire a une légitimité politique, qu'il arrive à le faire en ayant parfois en prenant sur ses épaules une charge politique assez forte, mais juridiquement, on devrait se faire taper systématiquement. Mon livre fait 12 chapitres, je crois qu'il y a 12 exemples de faits illicites que le maire a dû faire pour rétablir l'ordre républicain. Un dernier exemple, encore, voilà, qui me choque encore quand j'en parle. Quand on arrive, c'est le Ramadan. C'est tout au début du Ramadan. Vous savez, à l'époque, le Ramadan était en mai, je crois. C'était donc il y a 7 ans. C'est le Ramadan. Et tous les ans, depuis 20 ans, on l'apprend 3 jours avant. L'Aïd se fête dans un gymnase de 500 places mis à la disposition que la mairie met à disposition de la communauté musulmane, gratuitement. Complètement illicite. Ça fait 20 ans que ça a lieu. Il y a une signature systématiquement entre le maire et l'association. Il y a un contrôle de légalité donc du préfet. Depuis 20 ans, le préfet ne dit rien, strictement rien. On va sur place avec le maire parce qu'on ne peut pas s'y opposer. 3 jours avant, on se dit, si jamais on leur dit non, on va avoir des prières de rue, ça ne va pas être génial. On va sur place avec le maire, 2000 personnes dans un gymnase qui peut, en termes absolument exceptionnels, en accueillir 500. 2000 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? On est 2. Le maire, son chef de cabinet, face à une foule de personnes qui arrivent. Ils ne sont pas radicalisés, hein, absolument pas. D'ailleurs, c'est des musulmans tout à fait classiques qui vont prier pour l'Aïd. On ne fait strictement rien. On fait strictement rien parce que l'État n'est pas là. À un moment, on pourrait appeler l'État, on pourrait dire, écoutez, maintenant, monsieur le préfet, c'est à vous de réagir. Ça ne réagit pas. Donc, à un moment, les préfets, les maires n'ont pas le pouvoir réglementaire et quand ils assistent à quelque chose, ils ne sont hélas que très peu soutenus. Ça sera peut-être une question qu'on posera à Claudie Bodino, qui est là, qui a remplacé Christian Gravel, qui avait une réunion très urgente. Peut-être que tout à l'heure, Claudie, on vous posera cette question. Qu'est-ce que les maires peuvent faire? On va laisser dérouler les débats. Une dernière question, Arnaud. Vous mettez beaucoup d'énergie dans ce que vous dites. On voit que vous l'avez vécu avec beaucoup d'entièreté. Maintenant que vous avez quitté la France et que vous vivez dans un pays musulman, au Bahreïn, quel regard avez-vous sur ce qu'il se passe en France, sur le thème du sport et de la radicalisation? Et là, je vous demande l'œil de la personne qui vit au Bahreïn. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué parce que alors le Bahreïn est un pays assez libéral, c'est le pays le plus libéral du Golfe, c'est-à-dire que l'homosexualité y est dépénalisée, on peut trouver de l'alcool assez facilement et personne n'a pas le droit d'en acheter. Autrement dit, voilà, on est en face de l'Arabie Saoudite, mais c'est l'endroit où les Saoudiens viennent s'amuser un petit peu. Voilà, j'en reste là. Autrement dit, de là, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une tendance à se laisser infiltrer complètement. Au Bahreïn, qui est un pays qui, avec les Émirats arabes unis notamment, lutte de manière extrêmement forte contre les frères musulmans, de tels comportements dans un club sportif seraient immédiatement sanctionnés. C'est-à-dire que du prosélytisme religieux au sein d'un club sportif, je suis moi-même membre d'un club de natation à Bahreïn où il n'y a que des Arabes, et moi, donc globalement c'est assez clair, ce genre de choses, il y aurait un signalement immédiat. Après, nous ne sommes pas dans une démocratie libérale. Autrement dit, ce genre de pays peut se permettre des arrestations arbitraires ou des choses dans ce genre-là. Je ne conseille absolument pas ça en France. Mais disons que ce que je vois de loin et ce qu'on me rapporte, puisque le maire de Rieux-la-Pape est un ami, on est toujours en contact, ce qu'il me rapporte sur ce qui peut se passer, je le sens complètement impuissant. Et habiter dans un État qui s'affranchit beaucoup des droits et libertés individuelles, attention, mais qui, sur cette question, peut être extrêmement vigoureux, voire plus que ça, c'est toujours assez frustrant. Voilà, si je puis me permettre de l'exprimer ainsi. Merci beaucoup, Arnaud. Et restez avec nous aussi parce que je vois des petites questions qui sont arrivées qui vous concernent. Pierre Samsonov, directeur général adjoint de la Fédération française de football. Je pense que vous êtes toujours là. Moi, je ne vous vois pas, mais je suis persuadé. Je suis là. Magnifique. La 3F, on a tous regardé des matchs de foot. On a vibré devant France 98, la dernière Coupe du Monde dans les stades. On crie, on pleure. Parfois, il y a aussi quelques dérives. Vous êtes la fédération la plus importante en France.
Et vous savez, peut-être plus quiconque, parce que le nombre est important, que la radicalisation dans le sport est un vrai danger, notamment dans les clubs de cité. Alors là, c'est très cliché ce que je dis, mais c'est le cas. Ouais, alors c'est un vrai danger, effectivement. Après, moi, ce que j'essaye de porter à la fédération, c'est une vision équilibrée du sujet. Parce que, effectivement, on peut pas aujourd'hui être dans le déni et dire que ces phénomènes-là concernent absolument pas le sport, qu'on est une école d'accueil, d'ouverture, voilà. C'est pas suffisant, parce que je partage tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. On est une cible potentielle, bien évidemment, comme tous les endroits où il y a des enfants, qui sont au contact avec des éducateurs, des gens qui peuvent avoir un vrai ascendant sur eux, qui doivent être des bons exemples, mais qui du coup peuvent aussi être de mauvais exemples. Donc le monde du sport, évidemment, est une cible de choix pour ce type de propagande. Et en même temps, je veux pas qu'on tombe dans un discours un peu hystérique qu'on entend parfois aussi. Moi, je cite souvent cet exemple parce qu'il m'avait beaucoup choqué. Après les attentats de 2015, il y a un élu de premier plan qui avait dit que tous les terroristes étaient passés à un moment donné de leur vie par un club de sport. Donc, conclusion facile, c'est le sport le lieu de la radicalisation. Mais ce propos-là, il est absurde. Aujourd'hui, on a peut-être 95% des enfants en France qui passent à un moment donné de leur vie par un club de sport, comme on en a 99,9 qui passent par l'école. C'est pas pour ça que c'est la discipline ou l'institution qui est en cause. C'est juste qu'effectivement, on est une cible potentielle et donc on doit préparer les stratégies qui permettent d'éviter que ça se passe mal sur le terrain. Pour comprendre les phénomènes de radicalisation, la 3F fait un vrai travail. Par exemple, tout à l'heure, Médéric nous le disait, vous êtes la seule fédération, je crois, où le port du voile est interdit sur un terrain, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien cela. Et pourtant, prévenir la radicalisation, c'est bien plus compliqué qu'une simple phrase. C'est un problème quasiment irrésolu, vous pensez? Vous êtes content, par exemple, que les préfets reprennent la main sur les agréments? Nous, de toute manière, on n'a pas agréé les associations et effectivement, chacun doit jouer son rôle. Nous, on les affilie une fois qu'elles sont agréées et cet équilibre-là me convient bien. Après, si vous voulez, alors sur cette question du voile, je voulais l'évoquer parce qu'effectivement, on a mis le principe de neutralité dans l'article 1er de nos statuts et ça me paraît extrêmement important. Ça n'emporte rien par rapport au voile parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, pour dire on ne veut pas de voile sur les terrains, on bricole et on se raccroche au concept de tenue réglementaire lié à l'exercice de l'activité sportive. Et on sait qu'on a d'ailleurs des normes internationales qui aujourd'hui ne nous disent pas ça au niveau de la FIFA, au niveau du CIO notamment. Donc, si on veut le faire, on bricole. Et moi, plus que le fait d'interdire ou d'autoriser le port du voile, ce qui m'intéresse, c'est le débat qu'il y a derrière. Parce qu'il y a très bonnes raisons et des raisons extrêmement républicaines de l'interdire. Il y a aussi très mauvaises raisons de l'interdire. Et il y a très bonnes raisons de l'autoriser, très mauvaises raisons de l'autoriser. Et ce qui est important, c'est de rappeler à un moment, et quelle que soit la solution qui est choisie par les uns ou par les autres, qu'on a un certain nombre de valeurs en commun et que ce qui compte, c'est de pouvoir affirmer ces valeurs en commun. Et pour ça, alors effectivement, avoir une doctrine claire, c'est important. Parler du sujet, c'est très important. Médéric le sait, on a fait un audit auquel il a contribué justement sur ces phénomènes de radicalisation religieuse dans le football. Et mettre le sujet sur la table, c'est fondamental pour que les acteurs puissent s'en emparer. Et puis derrière, faut surtout accompagner les clubs, leur donner les outils pour pouvoir réagir face à ce genre de phénomène, pour pouvoir créer un débat sain en leur sein quand les questions se posent et pour pouvoir avoir l'ensemble de la boîte à outils nécessaire pour gérer ce type de situations qui sont vraiment pas évidentes pour aucun des acteurs impliqués. Et vous avez mis au sein de la Fédération française de football en place un code de bonne conduite, de bonne pratique des dirigeants? Oui, alors on a plusieurs choses de ce point de vue-là, effectivement. On a d'abord un guide de la laïcité qui est un outil qui est à destination des clubs, des ligues et des districts pour faire le tri entre ce qui est autorisé, ce qui l'est pas, ce qui est un signal de radicalisation, ce qui ne l'est pas, qu'on a voulu illustrer le plus possible avec des situations pratiques pour que les personnes qui sont confrontées puissent s'y raccrocher. On a aussi voulu, vous savez, on a un programme qui est destiné aux éducateurs et aux enfants qui s'appelle le programme éducatif fédéral. On a voulu que le sujet de la discrimination en règle générale, du vivre ensemble soit abordé, et on a aussi voulu, et ça je crois que c'est très important,
apprendre aux enfants, aux éducateurs à réagir dans les situations dans lesquelles ils observent un changement de comportement chez un de leurs camarades ou chez un des joueurs pour un éducateur. Et ça, c'est hyper important parce que on a entendu plusieurs fois dans les différentes interventions le terme de signaux faibles. Je suis convaincu que le club de football, le club de sport en règle générale, c'est effectivement une cible de convoitise pour un certain nombre de mouvements politiques et religieux. C'est aussi un lieu où on parle, où on peut observer l'évolution des gamins et où on peut détecter des situations. Et effectivement, le club de foot, ça peut être un lieu d'alerte, ça peut être un lieu de signalement. Alors là non plus, c'est pas facile. Là aussi, il faut que les gens fassent preuve de discernement et puis sachent qui sont les bons interlocuteurs, c'est hyper important. Mais je pense qu'on peut jouer ce rôle-là de sentinelle, entre guillemets, pour éviter des dérives individuelles. Merci beaucoup. Pierre, vous avez vu, il y a un maillot de foot derrière moi. J'ai bien vu, ouais. Vous avez reconnu le FC Sochaux-Montbéliard. Mais c'est un magnifique club. Bernard Rougier, professeur de sociologie à la Sorbonne. Je vous vois écouter attentivement sur votre fenêtre, je vous aperçois, Bernard, ce qui se dit. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les territoires conquis de l'islamisme ». Depuis des années, vous étudiez ce qui se passe dans le monde du sport en relation avec la radicalisation. Et quand on a préparé, vous et moi, cette table ronde, ça a duré quasiment 1 heure, c'était passionnant. Et vous m'avez dit, en fait, il faut qu'on parle du corps. Le corps est très important dans le cadre de la radicalisation, dans le cadre du sport. Et le corps est déjà un djihad. Oui, si vous voulez, alors moi je n'ai pas travaillé sur le sport en tant que tel, mais le sport et comment dire, le corps en particulier occupe une place centrale dans l'état d'esprit de mes acteurs. Le corps, oui, parce qu'il y a, si vous voulez, on peut faire une comparaison entre le corps biologique, le corps physique, individuel, et le corps social. Et dans l'islam, et surtout dans l'islamisme, la préoccupation, c'est la pureté. Et encore plus dans la version salafiste de l'islamisme. C'est la pureté. Donc le corps, c'est à la fois le lieu où la corruption est possible, et c'est le lieu où on doit établir la pureté. Et il y a plusieurs méthodes, si vous voulez, pour ça. Vous avez la pratique de la ruqya, donc la pratique d'un exorcisme, qui est conçu pour chasser les mauvais esprits, les djinns du corps. Donc, vous avez dans les pratiques quotidiennes des milieux salafistes le fait de se faire vomir, spécialement chez les femmes, puisque ce sont toujours elles qui sont considérées ou soupçonnées d'avoir une corruption plus grande que les hommes. Donc, vous avez la règle de la hishma, la règle de la, comment dit-on en bon français, de la pudeur. Donc c'est un corps qu'il faut cacher chez la femme et dans la version salafiste de l'islam avec le niqab si possible, qui ne laisse voir que les yeux, ou au moins le djelbab avec des gants autour des mains. Vous avez ce corps chez les hommes qu'il faut aussi transformer si possible, montrer grâce à un cal sur le front sa piété, etc. Et dans ce cadre-là, évidemment, ce corps doit être transformé et chez les groupes djihadistes, alors ça c'est une catégorie particulière, je reviens un instant sur les problématiques du corps. On a vu dans l'administration pénitentiaire, à partir de 2016 à Fresnes, le refus d'une partie des détenus d'être nus sous la douche. Et donc l'idée qu'il faut garder ses sous-vêtements. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait également dans les milieux du football, à la même période, peut-être même avant cette idée. Et ça, cette idée d'un corps qu'il faut cacher, dont il faut dissimuler certaines parties, ça, c'est aussi un effet du discours salafiste auprès des jeunes, si vous voulez. Et pourquoi c'est nouveau? Et c'est un peu par là que je voulais commencer, c'est sans faire toute la descriptive des différentes étapes de l'islam et de l'islamisme en France, mais pour le faire de façon très synthétique, vous avez les pères, les fils, les frères. Père et fils dans la définition biologique, frères dans la définition idéologique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous aviez la première génération des pères qui n'ont pas forcément une très grande activité sportive, qui ont travaillé dans la reconstruction, c'est le travailleur immigré dans le foyer Sonacotra qui a pu faire venir sa femme
à partir de 74, etc. Eux ont été travaillés dans les années 80 par le courant des frères musulmans. Ce courant des frères musulmans, ce qu'on appelle les frères, étaient des gens issus du bled, pour la plupart, une génération de 40-50 ans. Le corps et le sport ne comptaient pas tellement pour eux et ils n'ont pas insisté sur cette dimension dans les années 80. Ça change dans les années 90 et 2000 avec ce que j'appelle les fils, la deuxième, troisième génération, qu'importe. À ce moment-là, vous avez, comme par hasard, une dynamique salafiste extrêmement forte en Europe, sur des raisons qui ne nous occupent pas aujourd'hui, mais sur lesquelles je ne vais pas vous ennuyer, et qui là va prendre en charge en quelque sorte l'adolescence. Et l'adolescence, c'est le sport. Et le salafisme va accélérer, enfin va insister dans son discours, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la pureté de la foi, la pureté de la croyance. Et pour eux, cette pureté de la croyance, elle est d'autant plus menacée que c'est dans l'interaction qu'on risque la corruption. Autrement dit, dans le salafisme, vous avez un ami chrétien, vous avez un ami juif, donc vous risquez, en étant influencé par lui, de perdre votre pureté religieuse. C'est leur manière de raisonner. Et ça s'appuie sur des textes, de vieux textes de Mohammed ibn Abdel Wahhab, le prédicateur saoudien du milieu du XVIIIe siècle, qui est à l'origine de l'Arabie saoudite, qui vous explique que si vous fréquentez des gens qui ne vous ressemblent pas, ou si vous commencez à imiter un autre peuple, il y a un hadith du prophète qui dit « si vous imitez un autre peuple, vous devenez comme lui ». Donc l'idée, c'est de rentrer dans des cadres de socialisation comme le sport, tout en maintenant l'idée de pureté. Et le sport devient le lieu, en quelque sorte, où va se tracer l'identité du groupe par des comportements discriminatoires, par la prière en plein match, par le maintien des sous-vêtements pendant la douche, par la non-mixité dans certaines salles, etc., etc. Autrement dit, c'est un lieu collectif et c'est un lieu précisément où va se construire la nouvelle conception de la communauté. Parce que le premier travail des salafistes, c'est de redessiner l'islam et de construire un collectif. Et évidemment, dans la construction de ce collectif, le lieu où le corps joue un rôle vraiment primordial, c'est le sport. Vous voyez donc la lutte contre la corruption et l'impureté, la nécessité de construire une nouvelle communauté, le corps biologique individuel et le corps social, tout ça rentre en ligne de compte, si je suis à peu près clair dans mon explication. Dans les groupes djihadistes qui vont pousser encore plus loin cette logique, il y a le corps qu'on va transformer, qu'on va aiguiser. Il y a l'imaginaire du djihad. Alors, dans tous les groupes qu'on peut étudier, le premier groupe djihadiste en France, ou le second, c'est le groupe qu'on appelle des Buttes Chaumont, qui va former les frères Kouachi. Là, vous avez le footing qu'ils vont faire sur le parc des Buttes Chaumont. Ensuite, ils vont faire aussi des stages en Belgique. Vous avez la célèbre photo de Hayat Boumedienne, la compagne de Koulibaly, avec son arbalète. Vous avez le corps, vous avez l'imaginaire des camps d'entraînement en Afghanistan, où dès le début, les volontaires sont soumis à des examens et des exercices physiques extrêmement difficiles, avec des gens qui sont des anciens de l'armée égyptienne ou de l'armée syrienne, qui vont transmettre leur expérience de combat rapproché. Donc, tout ce qui s'assimile dans les sports de combat à la préparation physique au djihad devient, si vous voulez, quelque chose d'ultra valorisé. Et là, il y a ce travail de l'imaginaire, ce que j'appelle le travail de l'imaginaire, prendre une fiction pour la réalité, c'est-à-dire de s'entraîner, passer des camps dans des endroits reculés. C'est une manière de se préparer au départ pour des fronts extérieurs ou le front intérieur. Donc, le djihadisme, en quelque sorte, on trouve poussé à l'extrême ce travail sur le corps, l'imitation des grands musulmans ou des figures héroïques de l'histoire de l'islam et un travail qui est conçu pour une action violente. Mais sans même en arriver là, le corps, c'est le lieu d'une nouvelle définition, d'une nouvelle vision de soi et des autres, et par conséquent, et d'une lutte pour la pureté. Et cette pureté doit être collective, il faut la faire à plusieurs, sinon... Oui.
Ouais, Bernard, c'est passionnant. Vous savez que j'avais prévu plein de questions, mais j'arrive pas à vous les poser parce qu'en fait, vous enchaînez les sujets les uns après les autres. C'est parfait. On sent que vous dominez le sujet totalement. Et par exemple, lors du premier confinement, il y a eu des matchs de foot qui se sont passés dans les cités. Oui. Et là, vous dites que ce sont des patrons de mosquées ou les mosquées elles-mêmes qui ont organisé. Oui, alors oui, c'est vrai sur la question. Quand je disais la dimension sportive, ça n'est que en fait une dimension où s'exprime un système d'action, comme on dit en sociologie, en tous les cas des réseaux plus larges. Si on prend le cas des dernières municipales, le maire de Goussainville, qui est fiché S, qui est islamiste, même s'il n'y avait rien dans son programme, évidemment, parce qu'il a complètement gommé ses aspérités, il a été à Goussainville le président du football club de Goussainville. Le candidat communautariste à Clichy, qui n'a pas été élu, mais qui a eu un score important, a des très proches qui sont dans le football club de Clichy-sous-Bois. À Argenteuil, sous l'ancien mandat, vous aviez à la fois une très forte présence de médiateurs urbains islamistes dans la municipalité et le contrôle progressif du club de rugby. C'est-à-dire, vous voyez, le sport n'est que une expression parmi d'autres d'un système qui se met en place. Et quand je vous parlais de la multipositionnalité, c'est l'idée que le maire, Goussainville ou des membres d'un conseil municipal peuvent également compter des amis dans le logement, des amis dans le club de sport. C'est-à-dire qu'il y a tout à coup un système qui contrôle le champ social, où le sport est l'expression pour les plus jeunes de ce champ social. Mais le champ social va au-delà de la seule activité sportive. Donc c'est en ce sens-là que le sport joue un rôle très important, encore une fois, parce que c'est le corps qui est engagé à travers le sport. Donc le corps est au cœur de la prédication islamiste. Et par ailleurs, les réseaux associatifs veillent par contrôle de l'adolescence. Le salafisme, c'est vraiment une idéologie qui s'adresse aux adolescents. Ça traduit très souvent des luttes à l'intérieur des familles, des luttes générationnelles entre les jeunes et leurs parents. Ça n'est pas un hasard si le salafisme prend en charge l'adolescence et par conséquent s'occupe du sport. On l'a vu à Toulouse avec l'importance du basket. À un moment où les fédérations, alors là je ne suis pas spécialisé, mais je crois que c'est Médéric qui m'avait dit ça, à un moment où vous savez, les mini-stades de basket qui ont été conçus ici et là n'étaient pas régulés par aucune instance. Il y a eu un flottement, et donc ces lieux-là sont des lieux évidemment où il suffit qu'il y ait 2 ou 3 jeunes qui imposent la norme aux autres pour que cette norme devienne la définition de l'islam et que ceux qui ne la suivent pas deviennent à l'extérieur de l'islam. Merci Bernard. On a un timing à respecter, mais je vais prendre un abonnement pour toute la soirée avec vous si c'est possible. Philippe Sibyl est avec nous, officier de liaison au ministère des Sports en charge de la radicalisation. Vous êtes notre dernier intervenant avant les questions. Votre rôle est entre autres de travailler à comment accompagner les clubs face aux différents problèmes. Et quand on entend par exemple Bernard Rougier, on se rend compte que finalement les clubs sont parfois impuissants à cause de l'entrisme qui peut être fait, que les fédérations sont parfois dépassées. Et on a l'impression quand on entend Arnaud Lacheret qu'il n'existe rien pour aider tout ce petit monde-là. Et pourtant, c'est votre job, donc il y a vraiment du boulot. Oui, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai quelques problèmes de connexion, c'est assez haché de mon côté, c'est parfait. Donc oui, l'action du ministère, elle est engagée depuis 2016, elle a commencé en 2016 avec le PART. Elle s'est poursuivie et amplifiée, comme l'a dit le secrétaire général du CIPDR en 2018 avec le PNPR et 4 mesures qui s'intéressent au sport. Et c'est dans ce cadre-là que mon poste a été créé au ministère d'officier de liaison du ministère de l'Intérieur au ministère des Sports pour justement faire un peu de liaison entre les différents services et également accompagner ces 4 mesures. Que fait-on au ministère? On accompagne ces 4 mesures du PNPR. La principale, la première, développer une culture commune de la vigilance. Comme l'a dit Médéric sur le sujet de l'acceptation de la problématique, c'est à mon sens aussi avoir le courage de parler des situations, de les évoquer sans aucune crainte,
pour ensuite la partager avec des ressources, des personnes que j'ai pu identifier préalablement pour pouvoir les traiter et amener une réponse pondérée qui est ajustée à la situation. Donc c'est essayer d'animer le maximum de structures, de toucher le maximum d'acteurs du champ sportif pour qu'ils soient sensibilisés et qu'ils puissent se tourner vers les bons acteurs, connaître les canaux de signalement pour pouvoir traiter ces situations. Cette mesure, elle se décline en 3 autres. Pardon. Alors, je n'ai pas compris la question. Je disais, je ne vous entends plus. Sont déjà tournés vers vous pour demander votre aide par rapport à ce genre de situation. Oui, c'est arrivé ponctuellement. Après, au ministère, on ne fait pas un recueil exhaustif de toutes les remontées de terrain. Il y a une politique de départementalisation et de contextualisation locale qui est primordiale. Donc, c'est surtout au niveau des départements, sous la coordination des préfets, que les situations sont évaluées pour voir quels acteurs peuvent agir sur un cas précis. Est-ce qu'un dirigeant peut mettre en place… Dans les mesures du… Oui, allez-y. Non, allez-y. En fait, je m'insère dans les trous que vous laissez, mais c'était… je pense que d'ailleurs qu'on allait embrayer sur la même chose, sur les objets que vous mettez en place pour aider ces dirigeants. Entre guillemets, on pourrait dire un guide des bonnes pratiques, ça existe? Ça existe. La page du ministère a été revue cet été. En tapant sur Google prévention de la radicalisation au sport, on arrive rapidement sur la page du ministère avec une fiche guide qui a été faite en 2 pages de manière très simple sur la prévention de la radicalisation dans le sport, à quoi être vigilant et vers qui se tourner dès lors qu'on a un doute. Il y a également un guide sur la laïcité et la gestion du fait religieux qui permet aussi d'avoir un éclairage sur ce point, et également après se tourner vers les acteurs. L'essentiel, c'est vraiment d'essayer d'identifier dans son entourage les personnes vers qui je peux me tourner pour répondre aux questions que je me pose. Sylvie Marchal, est-ce que vous avez des questions qui ont été posées? J'en ai vu plein. Je vous laisse les lire. Sylvie, c'est vous qui étiez en relation directe avec nos amis, plus d'une centaine qui nous suivent. Alors plein, peut-être pas tant que ça, peut-être parce que effectivement, le propos est extrêmement intéressant. Je pense que notre public là a peut-être envie d'avoir des réponses peut-être un peu plus concrètes. Donc là, l'une des premières questions qui était importante, alors non, c'était pas celle-là, c'était celle de Monsieur Hervé Grandet, donc qui est là depuis ce matin et qui lui évolue dans le football. Il nous disait: le nouveau protocole de contrôle de l'honorabilité des bénévoles prévoit que la Fédération française de football envoie au ministère des Sports le fichier de ses éducateurs et dirigeants pour le croiser avec le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Est-ce que ce dispositif pourrait être mis en place dans le cadre de la lutte contre la radicalisation? Si oui, quand? Et est-ce que derrière, les ligues et les clubs de football pourront être prévenus de ce qu'est devenu, ce que sont devenues ces personnes? Est-ce qu'elles ont été fichées ou pas fichées? Alors, on va donner la parole peut-être à Claudie Bodino, qui est chargée de mission justement, qui a remplacé le préfet Gravel, et puis peut-être à Pierre Samsonov pour répondre à cette question. Claudie, est-ce que vous avez une réponse? Oui, je suis. C'est bon, vous m'entendez? Magnifiquement bien. Bon, parfait. Alors, peut-être, je voudrais revenir sur la question sur les élus locaux, peut-être, que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui, allez-y. Voilà. On répondra à Hervé ensuite, bien sûr. Voilà, parce que je pensais aussi que c'était vraiment important la dimension locale qu'a évoqué Arnaud Lacheret. Et c'est vrai que je comprends tout à fait les situations qu'il a très bien décrites, où les élus ont pu se sentir effectivement démunis. Cependant, je crois que c'est important aussi de noter qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans les 2 dernières années, puisque je crois qu'Arnaud Lacheret a quitté son poste de chef de cabinet en 2017, comme il nous le disait, et notamment il y a la mise en place des CLIR. Et ça, c'est vraiment important de le noter, c'est-à-dire que ce sont ces cellules départementales de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire qui ont été mises en place à partir de 2018. Et pour dire les choses très simplement, ce sont autour de la table réunis par le préfet, les services publics et les élus locaux.
Donc, ce sont des structures qui ont été mises en place justement pour pouvoir répondre à cette situation, pour pouvoir faire en sorte que tous les élus, tous les acteurs d'un territoire se mettent autour de la table et répondent au type de situation qu'il évoquait dans son propos. Donc, je crois que c'est vraiment important de le souligner. Et tout à l'heure, on évoquait le fait qu'il allait avoir un projet de loi qui allait être, qui est en préparation. Et dans le cadre de ce projet de loi, on évoque évidemment l'encouragement à permettre aux acteurs du sport de participer, c'est-à-dire aux acteurs des DDSCS, d'être présents dans les CLIR et aux élus locaux, bien évidemment. Donc ça, c'est une réponse, effectivement, parce que je crois que c'est une question qui avait été soulevée et je crois qu'Arnaud Lacheret a absolument raison de dire que le niveau local est fondamental et nous, c'est ce qu'on s'attache à faire, c'est-à-dire à faire en sorte que les situations soient prises en charge, à la fois du signalement à la prise en charge au niveau local. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, en ce qui concerne le croisement des fichiers, évidemment, c'est une question qui est aussi en discussion dans le cadre du projet de loi. Je crois que peut-être Philippe pourra nous en dire un petit peu plus, mais c'est une des, je crois qu'il opine du chef, et je crois que c'est une des propositions. Je suis revenu. Voilà, il est revenu. Je crois que c'est une des propositions du ministère des Sports dans le cadre du projet de loi et qu'on est en train de mettre en œuvre. Alors peut-être si Philippe veut prendre le relais là-dessus. Allez-y, rapidement sur les réponses, mesdames et messieurs, parce qu'on a un timing à respecter. Merci. Donc, sur l'honorabilité, l'expérimentation qui a été menée doit être généralisée. Dans un premier temps, avec le FIGET, mais à terme, c'est l'ensemble du B2 pour l'ensemble des infractions et des éducateurs qui sera concerné. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, par un échange local, comme je l'ai dit, sous la coordination des préfets, les services de renseignement échangent avec les services des directions départementales cohésion sociale pour croiser les données et faire en sorte d'identifier les éducateurs qui nécessiteraient un contrôle. Quelle échéance dans le temps, juste en un mot ? Alors là, il y a des échéances techniques puisqu'il faut déjà que l'ensemble des fédérations aient une base de données de leurs licenciés qui soit normée et à ce jour, c'est pas le cas. Pour avoir une identité qui est certaine, pour ensuite interroger le B2 et le FIGES. Merci beaucoup et c'est bien, on a répondu à la question de Hervé, je crois, le dirigeant. Sylvie, une autre question ? Oui, je repartage mon écran. On a une autre question assez intéressante par rapport au terrain. Que faire quand un club de foot est confronté à un éducateur qui profite de son aura auprès des jeunes pratiquants pour faire du prosélytisme ? Une question de Jacques Amar, aussi dans le football, dans les Pays de la Loire. C'est peut-être Médéric qui va nous répondre d'ailleurs à cette question. Alors avec plaisir. Deux choses par rapport à ça. Ça rejoint la première partie de la question et je vais abonder. La difficulté aujourd'hui de croiser les fichiers, et je vais répondre tout de suite, de croiser les fichiers, c'est qu'il ne faut pas oublier que la radicalisation n'est pas aujourd'hui judiciarisable. C'est important de préciser qu'une personne radicalisée n'a pas de processus pénal derrière ou judiciaire. C'est-à-dire que ça n'apparaîtra jamais au B2. Donc difficile de croiser des fichiers de cet ordre-là. C'est pour compléter ce qui a été dit, mais je parle sous le contrôle des autorités compétentes là-dessus. Dans un deuxième temps, quand vous êtes confronté, ça nous amène à un des concepts que j'ai développé dans le cadre de mes travaux de recherche, c'est le concept d'éducateur sportif radicalisé ou recruteur. Ça a été évoqué tout à l'heure rapidement par Bernard dans le cadre des city-stades et autres, et on le voit et par le préfet en ouverture. La difficulté majeure, c'est d'être confronté à des éducateurs qui, justement, de par leur position statutaire, qui soient bénévoles ou professionnels, et qui utilisent leur statut pour recruter au sein des clubs. Alors là, la difficulté, elle est majeure parce que ça pose de vraies difficultés et on a, quelque part, on trahit la confiance des parents à ce titre-là. Je rappelle que notre job en tant qu'éducateur sportif, c'est de garantir la sécurité physique et psychologique des pratiquants dont on a la charge. Donc, quand on est confronté à une situation de cet ordre, il y a deux choses à faire. La première des choses, il y a trois choses à faire. La première des choses, c'est de se taire en interne et pas de parler à tout va comme on a trop l'habitude de le faire dans le champ sportif. La deuxième chose, c'est de prévenir les autorités compétentes, notamment le numéro vert qui est placé auprès du CIPDR pour déclarer la situation. Peut-être que vous pouvez mettre en place le numéro vert, je ne sais pas, sur l'affichage. Sinon, Claudie le rappellera pour pas que je fasse d'erreur.
C'est le 0800 600 595 si ma mémoire est bonne, mais on va vous leur donner. Et la troisième chose, c'est d'alerter immédiatement le référent de la DDCS du département concerné. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'au niveau local, une situation soit mise en place pour garantir la sécurité et évaluer la dangerosité supposée de la dite personne, parce que ça peut être une interprétation, une surinterprétation après un attentat, par exemple, ou autre. On n'a pas les mêmes critères. Donc effectivement, il faut quand même agir assez rapidement sur le sujet pour que les autorités compétentes puissent prendre une décision d'écarter ou pas la personne. Oui, alors on communique par plein de biais et c'est Philippe qui m'a dit qu'il voulait réagir, qui m'envoie un SMS en direct. Voilà. Donc pour l'évaluation locale, l'idéal c'est d'avoir autour de soi un réseau. Si on a une gendarmerie, un commissariat avec lequel on a déjà tissé des liens, c'est d'évoquer les situations et de pas traîner pour et comme l'a dit Médéric, le référent à la DDCS pour que les informations soient échangées, pour qu'on parle des situations et qu'elles soient objectivées par ceux dont c'est la compétence. Et sur le site du ministère, vous avez la fiche qui vous donne toutes les références. C'est important pour la centaine de personnes qui nous regardent et dont la plupart sont des dirigeants de clubs, de fédérations ou de ligues. Une autre question, Sylvie. Oui, alors justement, vous parliez de dirigeants. Eh bien, la question se pose aussi pour les dirigeants. Comment faire si on se rend compte que ce sont cette fois les dirigeants d'un club qui sont radicalisés ou que l'on soupçonne de radicalisation? C'est Joël Malin qui la pose pour le football en Rhône-Alpes. Et c'est la dernière question. Alors, vos micros sont ouverts. Qui veut répondre? Je peux continuer si vous le souhaitez. Allez-y, Médéric. C'est exactement la même procédure. Le risque est peut-être plus important pour le coup, c'est-à-dire que la procédure que vient d'évoquer Philippe ou qui ont été évoquées avant est exactement la même, sauf que là on est face à un risque majeur qui a été évoqué par Bernard avant, c'est ce qu'on appelle le communautarisme et la communautarisation du club par ce biais-là. Et là on est face à un danger plus important parce qu'il est structurel, c'est-à-dire qu'on a deux menaces principales qui nous guettent dans le champ sportif, c'est la radicalisation d'une personne ou alors le séparatisme, le communautarisme ou la radicalité d'une structure, ce qui n'est pas du tout la même chose et c'est pas la même approche. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est sur une double problématique. Si la structure est dans cette démarche-là, effectivement, le dirigeant est dans cette démarche-là et potentiellement, vous avez des éducateurs qui peuvent l'être. Dans le cadre de mes travaux de thèse, c'est exactement ce que j'ai enquêté en région Île-de-France. La première des réactions quand vous allez avoir ce type d'action, c'est que vous allez avoir pour le coup un vrai séparatisme de ceux qui vont sortir de ce club de peur d'être étiquetés au sens sociologique du terme et de ceux qui vont adhérer à cette idéologie. Et là, on est face à une difficulté majeure. Par contre, la procédure reste la même, le numéro vert et l'alerte des autorités compétentes sur le sujet. Vous pouvez redonner le numéro vert, Médéric ou Claudie, on nous le redemande. Je l'ai inscrit sur les messages sur le côté, c'est 0800 005 696. Voilà, bravo. Juste un point en complément de ce que dit Médéric sur la question des clubs. Moi, j'ajoute quand même que c'est aussi, là, purement dans le champ sportif, le district qui doit être saisi parce que le district a un pouvoir de sanction. Alors là, pour le coup, cantonné au domaine sportif, c'est lui qui entretient la relation de proximité avec le club. Ça se substitue pas du tout à ce qui a été évoqué, mais ça vient en complément et c'est hyper important pour qu'on ait une réaction fédérale à la hauteur que les instances sportives du département soient aussi mises au courant. Jean-Pierre, juste avant que vous interveniez, puis Claudie en dernier, messieurs, en un mot, est-ce qu'il y a une association que vous connaissez, c'est une question de Hugues, qui intervient sur ce thème, qui peut aider les clubs? Est-ce que vous connaissez une association qui fait cela? Pas vraiment. Nous, à FSVFP, on gère l'ensemble des dossiers de manière générale. On organise des forums comme aujourd'hui, on organise des rassemblements, mais on n'a pas finalement d'hommes actifs ou de personnes actives qui peuvent répondre à l'ensemble des milliers de questions qui se posent. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont les fédérations qui sont le lien direct avec les gens qui posent des questions, qui ont des problèmes, mais je ne connais pas vraiment d'association, sauf si Médéric peut-être peut nous citer quelques associations qu'il connaît certainement, à part la sienne. Voilà, c'est ça, parce que j'avais parti pris, donc c'est compliqué. Vous avez la structure. Mais la sienne est excellente, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ouais, là, le timing est parfait pour moi. Non, il y a l'association Sport Prevent, même si j'y suis tout petit, un petit peu à l'intérieur pour les aider en termes d'expertise, mais c'est surtout qui est porté par Karim Stambouli et j'ai bouffé le nom du coup. Eric Champel. Pierre, aide-moi. Eric Champel.
Éric Champel, pardon. Attends, je suis fatigué, c'est là. Ah, je t'en prie. Tu lui transmettras que je l'ai zappé. Et Éric Champel sur le sujet, qui ont travaillé notamment avec la Fédération française de football. Après, les autres, je ne connais pas. Merci Médéric. Si vous avez des questions à poser, Philippe Siby vient de mettre son adresse email philippe.siby@sport.gouv.fr. Merci Philippe, vous pouvez lui écrire. Et vous avez vu, il sait exactement comment vous aider. Claudie, avant de donner la parole à Jean-Pierre Mougin, vous êtes le gouvernement, vous êtes le représentant du préfet, qui lui-même est le représentant du président. Ce thème n'a pas fini de nous occuper et on sait que c'est un thème que vous regardez de très près. Oui, merci David. Le préfet devait nous rejoindre, mais j'imagine qu'il est retenu. Il souhaitait venir faire la conclusion, donc je vais quand même vous donner quelques petites pistes de réflexion pour cette fin de table ronde qui a été effectivement très riche. Alors oui, on a évidemment des pistes pour poursuivre sur ce sujet. On a déjà évoqué les actions qui étaient mises en œuvre. On a évoqué le projet de loi qui était en préparation et des mesures qui allaient être concrètes et, comme l'a dit Éric Diard, qui allaient répondre à des situations, si vous voulez, qui avaient été signalées comme ne répondant plus aux besoins aujourd'hui pour mener la lutte contre le séparatisme et l'islamisme. Alors, il y a une feuille de route aussi qui va être plus large pour le ministère des Sports, qui va permettre de renforcer l'action, sur, si vous voulez, les contrôles, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi une dimension qui est importante, c'est-à-dire se donner les moyens d'aller sur le terrain contrôler les associations et les clubs qui sont dans le repli communautaire. Donc ça va être aussi une dimension importante qu'on va travailler avec le ministère des Sports pour avoir des procédures de contrôle systématiques, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir aussi des sanctions, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans la discussion, le fait que parfois on se sent démuni, que les dispositifs législatifs, les acteurs locaux n'ont rien en quelque sorte pour agir. Donc là, on a vraiment la volonté, on l'avait déjà fait dans le cadre du PNPR, d'inciter, de rappeler aux préfets quels étaient leurs pouvoirs en matière de sanctions et leurs pouvoirs de contrôle. Et là, on va travailler avec le ministère des Sports à écrire des procédures de contrôle pour pouvoir améliorer ceci, et ça sera grâce à une circulaire. Le ministère des Sports va également travailler avec l'Agence nationale des sports pour conditionner le versement des subventions. Donc ça, Éric Diard a évoqué qu'il allait avoir aussi, est en discussion, une charte à signer pour les associations. Donc, il va y avoir tout un ensemble de dispositions qui vont se mettre en œuvre pour à la fois conditionner les financements et faire en sorte que les valeurs de la République soient véritablement au centre de la pratique sportive. Et ça, c'est important d'imposer en quelque sorte aux fédérations des engagements. Nous, on a évoqué et on en avait discuté ensemble combien la formation est essentielle. Ça, c'est vrai que on l'a vu, le CIPDR a marché effectivement avec Challenge Academia et a déployé déjà un effort conséquent, comme le rappelait le préfet. Et donc là, on va déployer un véritablement plan de formation avec le ministère des Sports, qui sera un plan de formation pour tous les acteurs du sport, mais aussi pour les agents des ministères du sport, pour les acteurs des fédérations. Donc ça, c'est vraiment un souci important pour nous, le fait de déployer cet effort de formation. Et je pense que si on peut terminer sur un point, c'est vraiment ça le point clé, parce que ça nous permet de prendre vraiment les choses en amont, de en quelque sorte diffuser une culture de la vigilance avant que les faits de radicalisation, si vous voulez, avant qu'on en soit au stade de la radicalisation, et vraiment de travailler en amont sur le terreau de la radicalisation qui est l'islamisme. Et donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Et donc l'une des actions qui va être mise en œuvre dans les semaines et dans les mois qui viennent, c'est vraiment le déploiement d'un grand plan de formation collaboratif entre le ministère des Sports et le CIPDR. Voilà. Merci beaucoup Claudie. C'était passionnant, c'était intéressant, c'était enrichissant de vous entendre tous. Jean-Pierre Mougin, le président de l'Association française pour un sport sans violence et pour le fair play, qui est l'instigateur de cette visio, malheureusement. On devait être ensemble, hein, Jean-Pierre, et on se voit par caméra interposée, ce qui permet de revenir d'ailleurs à travers Médéric et moi en Franche-Comté. Le mot de la fin pour toi, Jean-Pierre.
Merci David. Bravo d'abord parce que le timing a été respecté. C'était pas facile avec la richesse de toutes les interventions. On en parlera après entre nous. Difficile de faire une synthèse de toutes ces interventions. Ça a été dit, très riche à l'occasion de ce forum. Je voudrais tout d'abord remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs témoignages et propositions. Remercier aussi les animateurs des tables rondes qui ont été parfaits et qui ont permis le respect des horaires. Merci aussi au public qui s'est connecté et qui représentait sur l'ensemble des 3 tables rondes environ 200 personnes au total. Donc c'est plutôt un beau succès. Simplement, j'ai retenu quelques axes forts. Je ne vais pas faire une conclusion sur la conclusion de chacun. Sur les violences dans les stades, je pense que des solutions étaient mises en œuvre grâce au dialogue constant, ce qui a été cité entre les organisateurs et les supporters, en particulier ceux qu'on appelle les ultras, pour ne pas les nommer. Et chacun doit rester dans son rôle et respecter l'autre, c'est la règle du jeu. Voilà pour tout le monde. Sur discrimination, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Béatrice Barbus, à savoir que la solution passe par une volonté politique au sommet des fédérations. Il faut aussi libérer la parole, elle l'a dit, et que la peur doit changer de camp. Il faut aussi encore mieux former les dirigeants et mieux communiquer, on l'a vu tout au long de ce forum. Former les jeunes dès l'école, qui doit être réellement à l'école de la République, c'est ce qu'a dit la présidente de l'UNSS, avec son programme éthique action. Et le sport aussi doit être un outil pour faire évoluer la perception et la compréhension du handicap. C'est Marie-Amélie Le Fur qui l'a cité. Je pense qu'il faut qu'on vive tous en harmonie et chacun doit aussi respecter et aider l'autre. Et puis surtout, ce que j'ai noté, c'est l'importance des clubs. C'est ce qu'a dit en particulier Brigitte Henriquez, l'importance du club. On apprend à vivre ensemble. C'est une véritable école de la vie, ça a été dit par plusieurs. C'est un levier important pour le renforcement des valeurs républicaines. En ce qui concerne le communautarisme et la radicalisation qui vient d'être évoqué, donc ce forum, cette 3e table ronde, je voudrais noter l'intervention très claire de Christian Gravel, le secrétaire général du CIPDR, en disant qu'on est tous responsables d'avoir fermé les yeux pendant trop longtemps, que le sport est vecteur de valeurs démocratiques, républicaines, d'efforts qui permet de se construire aussi bien individuellement que collectivement, et qui reste à faire une sensibilisation, une information de tous les acteurs, et ça on est tous concernés. Eric Viard a parlé aussi des 35 propositions du rapport parlementaire sur la radicalisation, dont 3 qui concernent le sport. Je citerai seulement la dernière qui concerne le pouvoir d'agrément des associations par le préfet. C'est une évolution qui va un petit peu permettre aux fédérations d'être un peu libérées de cette responsabilité qu'ils avaient du mal d'assumer. Et j'ai noté aussi que les maires qui étaient au cœur du problème, ça a été dit par plusieurs personnes, mais ils se sentent aujourd'hui bien démunis par rapport à l'absence de moyens juridiques adaptés. Et là, on va devoir travailler sur ce sujet-là. Je demanderai à Guillaume de passer la slide 42 avant de conclure définitivement. Conformer aux règles du jeu, respecter les décisions de l'arbitre, respecter l'adversaire et partenaire, refuser toute forme de violence et de tricherie, on est dedans, être maître de soi en toutes circonstances, être loyal dans le sport et dans la vie, être exemplaire, généreux et tolérant. Ces 7 principes s'adressent surtout aux sportifs, mais je crois qu'ils s'adressent aussi à l'ensemble des dirigeants et on devra peut-être adapter ce code du sportif au code également du dirigeant sportif. 30 ans de colloque derrière nous, chaque année nous organisons un rassemblement, un forum, un colloque, et celui-ci va être en bonne position par la richesse qui a été exprimée au travers de ces 3 tables rondes. Et donc, je vous annonce déjà que ce forum sera l'objet d'un livre qui va être publié, je l'espère, en janvier prochain. Tout a été enregistré, donc il va falloir décoder tout ça, en faire pas forcément une synthèse, mais une rédaction facile à lire. Et donc, j'espère qu'en janvier, on pourra publier ce livre de l'ensemble de vos interventions avec la photo des intervenants. Et aussi, on va peut-être y mettre l'ensemble des questions du chat qui n'ont pas forcément eu toute une réponse aujourd'hui. Je voulais pour conclure vous dire que la FSVFP va lancer très prochainement une plateforme numérique de signalement des incivilités, des violences, des discriminations, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, des actes de fair play, parce que nous défendons également le fair play pour en faire également la promotion. Une plateforme de portée nationale qui présente les grands avantages d'être simple, facile d'emploi, et qui sera utilisable par tous les moyens de communication habituels, qu'il s'agisse d'Internet, qu'il s'agisse de smartphones, d'ordinateurs, Android, etc.,
et ce sera déployé à partir de 2021 auprès des fédérations, des crosses, des GOS. Et on a déjà comme partenaire la Fédération française de football, la Fédération française de basket et également le Cross Centre Val-de-Loire. Voilà, donc merci encore à toutes et à tous pour ce forum. Et je vous dis maintenant rendez-vous à la cérémonie des Iris du sport qui se déroulera début 2021, lorsque le déconfinement permettra de se retrouver en présentiel. L'objectif de ces Iris, c'est d'honorer les sportifs, les encadrants, les journalistes qui ont eu une attitude fair-play remarquable au cours de leur carrière ou au cours de la saison précédente. Voilà, ce sera en présentiel en tout cas. Voilà, merci à toutes et à tous et bonne fin de journée en attendant les déclarations qu'on espère rassurantes du président de la République ce soir, en tout cas qui permettront d'alléger les contraintes actuelles et d'aider un petit peu le sport à reprendre ses droits et en particulier le sport amateur. Voilà, merci à toutes et à tous, merci aux animateurs, merci au public, merci aux intervenants et au plaisir de vous revoir dans d'autres circonstances.